Je reçois aujourd'hui Maud Marian, sous le soleil. Ouais. Elle va nous parler du rapport de la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté qui a fait un document totalement passionnant que tout le monde a sans doute vu sur les gardes à vue dans le cadre des manifestations contre la réforme des retraites. Qu'est-ce que tu as pensé de ce document, Maud ? Écoute, la première chose à dire, c'est qu'il rejoint absolument ce qu'on s'était dit déjà à plusieurs reprises dans nos entretiens. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une pratique complètement discutable, contestable de la police française qui consiste à faire de la prévention. Et en fait, finalement, ce qu'elle ne dit pas, mais ce qu'on peut comprendre, c'est d'empêcher finalement les gens de participer à des manifestations avec des interpellations non fondées, des gardes à vue qui sont également non fondées, sans compter qu'elle souligne ce que nous, on n'avait pas souligné, c'est les conditions en plus de détention des gens qui sont particulièrement discutables. Mais voilà, elle a envoyé plusieurs personnes sur le terrain, dans les commissariats, vérifier ce qui s'était passé. Et de fait, comme on le disait, il n'y a pas de motif d'interpellation, c'est purement préventif. Les procès-verbaux sont incomplets, sont mal rédigés. Et la plupart des gardes à vue, en tout cas une bonne partie, alors il y a une discussion avec le ministre, comme d'habitude, on discute les chiffres, est-ce que c'est 50%, est-ce que c'est 80% de procédures qui n'aboutissent pas, mais enfin en tout cas, il y a énormément de procédures qui ne vont pas avoir de suite, avec cette impossibilité en France de faire juger la procédure de garde à vue comme abusive et de faire sanctionner les services de police, le policier et éventuellement l'État pour ces gardes à vue que nous on qualifie d'abusive et qu'elle qualifie simplement d'infondée. Voilà. Avec la défense, moi j'ai trouvé aussi très intéressante la petite défense du ministère qui fait quelques observations assez ironiques, vraiment très proche de ce qu'on peut entendre dans les interventions de Darmanin, c'est-à-dire que d'abord il reproche un petit peu l'insuffisance de précision des rapporteurs. C'est assez drôle quand on voit la qualité des procès-verbaux de police. Mais enfin, en gros, il fait la différence entre les infractions qui n'ont pas pu être démontrées et une infraction qui n'existe pas. Donc, on est là à tergiverser sur des virgules. Il y a aussi des éléments de langage vraiment discutables. Il discute les chiffres, mais en fait, il n'envisage pas, le ministre n'envisage pas quoi que ce soit de vraiment très substantiel pour faire cesser ces manœuvres préventives qui sont destinées vraiment à embêter les gens, à les empêcher de manifester, sans doute aussi à dissuader d'autres personnes de participer à des manifestations. Donc on retombe exactement sur nos pieds. Ça me fait plaisir de voir qu'on a la même analyse que des gens qui sont sur le terrain et qui ont pu constater par eux-mêmes que les procédures n'étaient pas correctement montées. Qu'est-ce que tu as pensé de ces récits où que lorsque les manifestants interpellés arrivent au commissariat, on les fait mettre en sous-vêtements pour les fouiller, les femmes, on leur confisque leur soutien-gorge. Est-ce que c'est quelque chose qui t'étonne ? C'est des mesures d'humiliation qu'on connaît dans plein d'autres lieux de privation de liberté. Il faut voir que dans les prisons, c'est un peu la même chose. M'étonner, non, ça m'étonne pas parce que malheureusement, après 25 ans de bar, on a l'habitude de voir des choses absolument inacceptables. Mais c'est vrai que ça fait partie aussi du jeu qui consiste à humilier les gens pour leur montrer à quel point ils ne sont pas grand-chose et à quel point c'est difficile d'être là. Puis ça crée une peur et puis ça crée aussi tout un narratif parce qu'après ça se répand dans la population. Les gens se disent « oh là là, je vais me retrouver dans une situation invraisemblable ». Non, et je pense que, elle le dit d'ailleurs avec des mots très choisis, il y a beaucoup de comportements qu'on peut considérer comme inappropriés de la part des services de police qui sont toujours en train de flirter avec un excès de pouvoir sur des choses comme ça qui sont incroyables, quoi. Et j'ai honte pour eux, quoi, parce que franchement, c'est pas nécessaire d'aller jusqu'à là. Alors, sur le fond, moi, tu sais, Maud, je suis partisan de grandes mesures libérales. Comment font les autres pays ? Par exemple, l'Angleterre, qui est un modèle en matière, avec son habeas corpus,
qui est un modèle en matière de liberté. Comment ça se passe en Angleterre? En fait, la grande différence, je pense, c'est d'abord, il faut voir que dans l'institution judiciaire, on a quand même un gros problème en France, c'est que le procureur de la République, c'est quand même un juge à la base. Hein, il sort de l'ENM, il a de toute façon à un moment ou à un autre, il va sans doute occuper les fonctions de juge judiciaire. Donc moi j'appelle ça de l'inceste. Hein. Je sais que donc on rappelle qu'on peut passer du parquet au siège, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, du siège au parquet. Voilà, le siège et le parquet fonctionnent indifféremment l'un de l'autre. Il y a une consanguinité entre les deux. Il faut voir que même physiquement, les juges et les procureurs arrivent dans la salle d'audience par le même couloir, donc il y a une proximité. Ils ont fait la même école, ils se connaissent, ils font partie du même corps de métier. Pourtant, normalement, ils doivent être séparés, et ils doivent être séparés pas seulement dans la fonction, mais dans l'esprit également. Donc normalement, on devrait pouvoir s'attendre du juge judiciaire qui sanctionne le procureur et sa police quand c'est nécessaire, en tout cas qu'il soit là pour arbitrer. Et notre juge judiciaire est très frileux sur un certain nombre de problématiques telles que la garde à vue abusive ou infondée. Donc déjà, on n'a pas ce rempart. Mais ensuite, d'un point de vue strictement réglementaire, on n'a pas non plus de texte légal qui viendrait dire que si la garde à vue s'avérait infondée, il pourrait y avoir des sanctions, etc. Ceci étant, on a aussi des textes qui le permettraient parce qu'il y a des textes généraux. Mais en Angleterre, c'est très différent parce que la sanction qui pourrait être prise par l'autorité judiciaire si une garde à vue s'avérait infondée ou illégale ou abusive serait telle que le procureur et sa police finalement ont peur de cette sanction et veillent à ce que la garde à vue soit justifiée, qu'elle dure le temps nécessaire, qu'elle soit justifiée par des éléments qui sont soumis à la connaissance de l'avocat pendant la garde à vue. Donc ça veut dire que l'avocat peut, dès qu'il découvre ou dès qu'il se rend compte qu'il n'y a pas d'éléments qui justifient la garde à vue de son client, peut aller chercher le procureur et débattre avec lui pour obtenir la mise en liberté de son client, sachant que derrière, si un juge vient mettre son nez là-dedans, et en effet, et que l'avocat fait son travail, il y aurait potentiellement des graves sanctions. Donc tout ça, c'est un système qui est dans la cohérence. Si on va, déjà nous, on ne peut pas intervenir pendant la garde à vue de manière vraiment utile, on n'a pas les dossiers. Si on essaye d'avoir des éléments de preuve, les policiers nous disent qu'on n'a pas accès à ces choses-là. Le procureur, c'est pas quelqu'un qu'on peut aller voir physiquement pour lui dire mais il faut lever la garde à vue, elle est inutile, etc. En tout cas pas de manière formelle, on peut le faire à Paris, ça devient difficile parce qu'on n'accède même pas au couloir, mais bon, admettons qu'on puisse le faire, de toute façon c'est pas prévu par la procédure et derrière, si on va se plaindre, de toute façon il n'y a pas de juge pour sanctionner, donc je veux dire tout ça, ça manque et en fait en France on comprend ce dont on parlait tout à l'heure tous les deux, c'est que le principe est la liberté, l'exception doit être l'absence de liberté ou la privation temporaire de liberté. On a du mal avec ça. On voit bien que là-dessus, on flirte avec des notions qui sont pas très claires dans l'esprit des gens et qu'on est toujours aussi en train de nous dire si vous acceptez ça, ça veut dire que c'est la porte ouverte à toutes sortes d'abus. Les gens vont en profiter. Ils savent faire. D'ailleurs, Darmanin en parle dans son rapport. Hein. En gros, si les policiers trouvent pas de preuves, c'est parce que les voyous sont plus malins que les policiers. C'est un peu ce qu'il nous explique. Quand on est un voyou professionnel, on s'en sort toujours. Et donc, on a l'impression qu'en fait, on défend la mauvaise personne, alors que non. Voilà. Donc moi, je serais assez pour qu'il y ait un système plus systématique et déjà qu'on admette tous ensemble que la garde à vue sous la supervision du procureur de la République, ça n'est pas une garde à vue sous supervision d'une autorité judiciaire. Parce que dans ce rôle-là, le procureur de la République, pour moi, il n'est pas une autorité judiciaire. Il y a un pouvoir de police, un pouvoir de poursuite, mais pas une autorité judiciaire, pas au sens strict en tout cas. Est-ce que ça t'intéresse, Maude, que nous lancions un groupe de travail ouvert aux candidats pour bâtir une proposition de loi garantissant les libertés en matière de garde à vue, de procédure pénale? Ouais, je pense qu'il faut parce que notre arsenal juridique et judiciaire aujourd'hui, il pourrait être secoué, mais ça va mettre des années, ça sera très long et ça sera très pesant pour tout le monde. Mais effectivement, je pense que c'est l'occasion là
de profiter de cette actualité terrible et qui concerne un peu tout le monde en ce moment pour justement, oui, effectivement, qu'il y ait à la fois des citoyens, des professionnels du droit, peut-être des politiques aussi qui puissent travailler tous ensemble main dans la main pour réfléchir à ce qui pourrait être amélioré. Il suffirait peut-être de pas grand-chose. En tout cas, de réfléchir aussi, de comparer peut-être avec d'autres pays, voir si un mode de fonctionnement pourrait être adapté. Et effectivement, je pense que c'est une bonne chose à envisager prochainement, même assez vite, je pense. Tu nous tiens au courant? Oui, oui, volontiers, volontiers. Merci beaucoup.